essayer d'être concise. Bonsoir à toutes et à tous. Concise pour parler des femmes toujours. C'est ce qu'on nous demande. Donc je vais essayer d'être brève et d'essayer de communiquer ma rage, ma révolte, aujourd'hui de voir toujours qu'il est difficile de mettre les droits de l'homme au diapason du droit des femmes. C'est en 1993, à la conférence mondiale sur les droits humains, organisée à Vienne, que ce mot, Women's Rights are Human Rights, apparaît. Les droits de la femme sont des droits de l'homme. Alors, je vais parler on a parlé au niveau international, je vais parler de la France d'abord. Parce que je pense que il faut pas regarder très très loin pour voir que dans le pays des droits de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le chemin reste à parcourir. On a aujourd'hui des femmes qui meurent tous les jours sous les coups de leur mari, des difficultés énormes à pouvoir dénoncer ces violences. Mais quand on a un cadre légal qui est là, et que quand on s'appelle Fatima, Malika, et qu'on vous explique qu'effectivement, peut-être que c'est simplement culturel, et qu'il ne faudrait pas justement confondre, comme l'a dit mon amie juste avant, les droits humanitaires et les droits de l'homme, et que finalement l'excision, la polygamie et les mariages forcés sont des coutumes qu'il faut respecter, c'est difficile à entendre. C'est difficile à entendre, d'autant plus que nous avons vu nos mères arriver en France et en demandant une simple chose, avec le regroupement familial, de pouvoir sortir acheter la baguette sans demander la permission à son mari. Et je peux vous dire que pour ma mère, ça a été une libération, de pouvoir enfin espérer regarder le monde autrement que de la petite Mechtal, de là où elle était, dans la région de Constantine, là où je suis née. Il y a des évolutions, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, mais je retiens juste une chose, c'est que la loi existe en France, mais cette loi n'est rien sans la main qui s'en saisit. Donc les femmes des quartiers populaires, ni putes ni soumises, se sont lancées peut-être dans une initiative un peu difficile, mais c'est de se saisir de cette loi. Cette loi qui dit que nous sommes des citoyennes à part entière et que cette Constitution, ces droits de l'homme, avec un grand H, nous pouvons les conjuguer au féminin. Donc nous avons fait ce travail pédagogique que nous devons faire, parce que c'est vrai qu'à l'école, dans les lycées, les collèges, on est loin de connaître le combat féministe. Et pourquoi ? L'égalité, l'émancipation des femmes, c'est aussi une avancée pour les hommes, avec un petit H. Oui, il faut faire ce travail. Si nous ne le faisons pas, il n'y aura pas de miracle. Quand vous avez des petites filles qui viennent aujourd'hui du Yémen, comme Nojoud Ali, et là je parlerai de la dimension internationale, qui a demandé le divorce à l'âge de 10 ans et qui l'a obtenu. Cette petite fille qui a été mariée très très tôt, à l'âge de 9 ans, et qui, comme ça arrive souvent dans ces régions du monde, a été mariée très tôt. Normalement, cet homme n'avait pas le droit de la toucher, mais comme vous le savez, dans un pays où les hommes ont tous les droits, on se permet tout, et on se permet de toucher une jeune fille, un bébé pour moi, un enfant de 10 ans. Elle savait qu'il y avait quelque chose de mal, donc elle est sortie de sa maison, elle a marché pendant des heures, et puis elle a réussi à arriver au tribunal. Elle a attendu que quelqu'un lui parle, c'était une avocate qui a vu cette petite se tenir là. La petite a juste répété « Je veux voir le juge, je veux voir le juge ». Elle est allée voir le juge, elle lui a expliqué l'horreur. Le viol, bien sûr. Ce juge l'a entendu. Elle a réussi à obtenir le divorce, et donc, d'autres petites filles, comme elle, ont obtenu le divorce au Yémen. Ce n'est pas un rêve ou un conte que je viens de vous raconter, c'est la réalité. J'étais au forum de la Nouvelle Femme arabe à Beyrouth, en octobre dernier, où j'ai vu 600 femmes de tout le monde arabe. Alors moi, j'arrivais avec ni pute ni soumise, la baria ou la khanira en arabe. Je pensais que j'allais dire un gros mot. Je me voyais déjà à expliquer d'où on venait, pourquoi, comment. Et puis j'étais surprise de la liberté de ton. On a parlé de masturbation, de sexualité, des femmes qui osaient parler du tabou du corps. Et donc, du tabou aussi de la religion. C'est cette dynamique-là dont j'ai envie de vous parler.
Comment on peut être des points d'appui ici? Comment nous pouvons aider ces femmes, de là où nous sommes, à enclencher cette dynamique qui existe? Moi, je connais depuis que je suis toute petite ces femmes algériennes, ces femmes marocaines ou ces femmes palestiniennes, parce qu'on peut parler de la Palestine aujourd'hui. Alors je m'étonnais parce que je disais à ma mère, mais regarde, elles ont les cheveux courts. Moi, j'avais des cheveux longs jusqu'ici. Oui, ce sont des femmes qui ont longtemps été des modèles, mais qui ont été cassées justement par une vision que mon ami a expliqué, le relativisme culturel, qui a renvoyé les femmes, toutes ces femmes qui se sont battues pendant des années pour justement conjuguer au féminin les droits de l'homme, pouvoir participer à la bataille politique, aux négociations de paix, à tout cet engagement démocratique qui ne peut se faire que dans la mixité. Eh bien, on a effectivement régressé, on a encouragé les islamistes, on a discuté avec eux, on a dialogué avec eux. Et il y a une chose qu'on doit comprendre, et peut-être que j'en finirai là, c'est qu'en Europe et en France, tout ceci ne peut exister que s'il y a une négociation avec ceux qui sont le tenant du relativisme culturel et ceux qui proposent une vision islamiste, une vision obscurantiste de la société. Donc il faut faire attention quand on commence à proposer des piscines non mixtes, des gymnases non mixtes, etc. C'est-à-dire de considérer qu'il y a celles qui peuvent jouir de leurs droits pleinement, les citoyennes à part entière, et puis les autres. C'est là que ça va mal. Et ce n'est pas aider ces femmes qui, effectivement, de l'autre côté, se battent, essayent de parler de laïcité, essayent de parler de séparation du politique et du religieux, essayent de parler du corps de la femme. Donc, le combat, il est clair, il est simplement de pouvoir, il est clair mais difficile pour le mener au quotidien, c'est d'expliquer à la fois à l'intérieur pourquoi l'égalité, pourquoi la liberté, pourquoi la fraternité sont des gages de mieux vivre ensemble, sont des gages aussi de réussite, de progrès, parce que c'est dans cette mixité-là que nous allons pouvoir réussir à l'intérieur. Donc l'expliquer, je peux vous dire que c'est difficile, mais je l'ai vécu depuis plusieurs jours, notamment au travers du conflit à Gaza et de la manière dont ça a été importé en France. Et d'expliquer aussi à l'extérieur qu'il faut faire confiance à une génération qui se construit, à une génération qui a soif de liberté, à une génération qui veut parler d'égalité, de laïcité, de fraternité. Donc j'ai envie de finir par un simple mot. Alors, je l'ai écrit aujourd'hui dans une tribune, c'est en référence à l'arrivée de M. Obama à la présidence et à tous ceux qui nous disent que c'est tellement beau là-bas, mais difficile ici. J'ai envie de leur dire que yes, she can, qu'elles sont nombreuses ici, c'est un petit jeu de mots pour leur dire qu'elles sont nombreuses et que nous sommes nombreux aujourd'hui et prêts à relever le défi de la République métissée. Merci.